Bonjour, chers amis, bonjour à tout le monde. Je vous espère bien portant. Eh bien, nous voilà encore une fois avec nous pour cette partie où on va maintenant entamer cette thématique de le rôle de la femme dans les processus de la paix, mais plus spécifiquement, on va parler de la femme dans la résolution 1325, l'agenda femme, paix et sécurité. Donc, je ne serai pas seul dans cette partie. Je suis en face de moi avec Maître Rachel. Elle va nous dire davantage qui est-ce qu'elle est et qu'est-ce qu'elle fait pour pouvoir continuer avec la suite de notre émission. Merci et bienvenue. Voilà, on m'appelle Maître Rachel Piana. Et je suis avocate et je travaille pour la plateforme des femmes Sauti ya Mama Mkongomani et au sein de laquelle j'exerce la fonction de chargée de projet et je gère les projets Mwanamke Amani na Usalama, donc en français, Femmes, Paix et Sécurité pour la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Voilà, bienvenue encore une fois. Donc, vu que nous ne sommes pas experts du domaine, et puis donc nous avons en face de nous Maître Rachel, qui va nous parler en profondeur sur c'est quoi la résolution 1325, l'agenda Femmes, Paix et Sécurité et tout. Et va nous dire en fait quels sont les objectifs de cette résolution, aussi pas de cet agenda même Femmes, Paix et Sécurité. Donc, pour aller directement, Maître Rachel, dites-nous en fait, c'est quoi la résolution 1325 du Conseil des Nations Unies et en quelle année la résolution a été adoptée et puis quels sont les objectifs de cette résolution 1325 et même l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. La résolution 1325, c'est un instrument juridique international parce que c'est un instrument juridique qui a été adopté par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et si nous définissons les mots résolution en elle-même, ça veut dire que c'est une décision qui avait été prise au niveau du Conseil de sécurité par les États membres. Et donc, cette résolution, c'est une résolution numéro 1325 et qu'on abrège souvent en disant résolution 1325. Et les 1325, c'est donc le numéro que cette résolution avait prise parmi tant d'autres résolutions que le Conseil de sécurité prend. Et donc, la résolution 1325 appelle les États membres à impliquer les femmes dans tous les processus de recherche de la paix, que ce soit au niveau local, national, régional ou même international. Donc, la résolution 1325 appelle les États membres à veiller à ce que les femmes participent de manière significative et qu'elles soient représentées au même titre que les hommes dans les mécanismes nationaux, régionaux, internationaux et local de résolution et maintien de la paix. C'est un peu ça, en bref, la résolution 1327. Donc, c'est un instrument juridique international qui veut à ce que les femmes soient impliquées à tous les niveaux de recherche de la paix et de sécurité. D'accord. Merci beaucoup en tout cas pour cette présentation en général de la résolution 1325, l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. Mais Maître Rachel, une question encore une fois se pose. Pourquoi la participation des femmes est-elle importante dans les processus de la paix et la sécurité? Pourquoi cette participation de la femme? Voilà, la participation de la femme tout simplement parce que les conflits affectent les hommes et les femmes. Et les hommes et les femmes sont affectés différemment par les conflits. Mais la façon dont souvent les conflits est traités, vous pouvez penser que c'est en faveur des hommes parce que dans la plupart des cas, ce sont les hommes qui sont les acteurs des conflits. Et ces acteurs des conflits-là, souvent pour mettre fin au conflit, il y a des négociations qui sont faites, il y a des accords de paix qui sont demandés par les belligérants et donc, dans la plupart des accords de paix qui ont été signés, ce sont les hommes qui faisaient partie. Et ces accords-là ne tenaient à compte que des besoins des hommes, donc des intérêts des hommes. Parce que dans les revendications des hommes acteurs des conflits, il y a par exemple, si vous lisez certains des accords, ce sont des postes que les hommes réclament et qui sont souvent donnés en faveur des hommes seulement.
Et il a été, selon une étude menée, il a été remarqué que dans ces accords de paix là, sur 50 femmes, hommes qui ont pris part à ces accords, ou soit à ces assises de négociation, il y avait peut-être 2 ou 3 femmes. Et les besoins des femmes n'étaient pas pris en compte dans ces négociations ou accords de paix. Et donc, il est temps que les femmes cessent d'être victimes et qu'elles deviennent aussi actrices de paix, et non pas actrices de conflits, mais plutôt actrices de paix et de changement. Et donc, la participation des femmes au processus de paix, c'est parce que la femme doit jouir aussi de son droit à la participation au même pied d'égalité avec les hommes. Parce que nous avons des lois et même la résolution 1325 qui demande aux États à ce que la femme aussi participe de manière significative pour l'amener à donner aussi sa contribution à la paix. Et parce qu'il y a des objectifs de développement durable qui ont aussi démontré que les femmes, lorsqu'elles participent à des processus de paix, souvent la paix qu'on apporte, c'est une paix durable, contrairement si ce sont seulement les hommes qui participent à ces assises. Voilà, merci beaucoup, Maître Rachel. Nous voyons pourquoi en fait, cette participation des femmes dans les processus de paix est vraiment importante. Nous voyons vraiment la quintessence même de la participation des femmes. Mais il se pourrait que ces différentes femmes sont confrontées à des différents défis, obstacles pour cette mise en œuvre, cette même participation-là. Aux différents, soit au processus de paix, ou soit aux négociations de paix, mais quels pourraient être ces différents obstacles de participation des femmes dans les processus de paix? Effectivement, il y a plusieurs obstacles qui font à ce que jusque-là, la femme ne jouit pas à égalité avec les hommes de son droit à la participation dans les questions concernant la paix et la sécurité. De ces obstacles, nous pouvons citer par exemple, il y a la persistance des normes sociales ou soit des pratiques qui sont discriminatoires à l'égard de la femme. Et nous avons grandi avec nos coutumes et nos pratiques. Et de ces coutumes, il y a par exemple des coutumes qui disaient que la femme ne peut pas diriger, la femme doit se taire là où il y a les hommes. Et toutes ces choses-là sont ancrées dans les têtes et des femmes et des hommes. Et je peux même donner un simple exemple. Lorsqu'on a nommé une femme comme Premier ministre, il y a des hommes qui ont commencé à critiquer la femme, qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce que la femme est capable de faire. Donc, tous ces stéréotypes-là à l'égard de la femme les bloquent et font à ce que les femmes n'ont pas jusque-là le courage de s'affronter ou soit de compétir avec les hommes. Mais il y a aussi les femmes qui ont jusque-là peur suite à ces normes-là. Elles ont peur de s'exprimer et de donner aussi leur opinion là où il y a les hommes. Mais aussi, il y a encore la plupart des femmes qui ne connaissent pas leurs droits et pensent que les choses de diriger, participer, ça concerne plus les hommes. Parce que même actuellement, il y a de ces femmes-là qui pensent que leur place c'est s'occuper de leur mari, prendre soin des enfants, préparer la cuisine, et que les autres choses-là qui concernent la gestion du pays ou soit la gouvernance, il y a de ces femmes-là qui pensent que ces choses-là ne les concernent pas. Donc ce sont ces questions-là des normes et des pratiques qui sont ancrées dans nos têtes, mais il y a aussi certaines de ces religions-là qui enseignent aux femmes en utilisant des versets bibliques ou soit mal interpréter les versets bibliques en disant que la femme ne peut pas se mettre au milieu des hommes, la femme ne peut pas parler là où il y a les hommes. Toutes ces choses-là, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Et donc, c'est un processus pour arriver à ce que la femme participe au même pied d'égalité avec les hommes. Mais il y a aussi la faible mise en application des lois. Nous avons plusieurs lois qui sont favorables à l'égalité du genre, mais qui malheureusement ne sont pas appliquées par les autorités. Et il y a aussi cette question-là des pratiques qui discriminent les femmes, les stéréotypes à l'égard des femmes qui dirigent. Et donc, beaucoup de choses restent encore à faire pour arriver à une participation égalitaire homme-femme. Merci beaucoup, Maître Rachel, pour ces différentes explications par rapport aux obstacles
qui freinent cette participation de la femme, ou soit des femmes, au processus de paix, même au processus de négociation de paix. Mais est-ce que, Maître Rachel, pouvez-vous quand même nommer quelques initiatives ou programmes qui ont été mis en place pour encourager la participation des femmes dans les processus de la paix? Est-ce qu'il y a plusieurs programmes, aussi pas plusieurs initiatives qui sont là, qui promeuvent la femme? Oui. Depuis la ratification de notre pays à la résolution 1325, le gouvernement national de la RDC a fourni quelques efforts pour matérialiser la mise en œuvre de la résolution 1325. De ces efforts, nous avons par exemple le plan d'action national de mise en œuvre de la résolution 1325 qui a été élaboré par notre gouvernement. Et à l'heure où nous sommes à la deuxième, au plan d'action national 1325, deuxième génération. Et récemment, nous avons été en atelier avec les experts du ministère du Genre qui sont venus de Kinshasa et pour passer en revue ensemble avec les acteurs de la société civile, passer en revue les niveaux de mise en œuvre et des résultats atteints dans du PAN 1325 deuxième génération. Et ils sont en train de penser à élaborer les plans d'action nationale troisième génération. Donc, à part les plans d'action de mise en œuvre de la résolution 1325, nous avons des structures étatiques qui ont été mises en place. Il y a par exemple le secrétariat national 1325 et au niveau provincial, nous avons le secrétariat provincial 1325. Voilà, merci beaucoup, Maître Rachel, pour ces explications si riches des différentes initiatives ou des programmes qui prônent la participation des femmes dans les processus de la paix. Mais concrètement, en fait, comment la résolution 1325, aussi, même sur le plan national ou même provincial, comment protège-t-elle les droits des femmes et des filles en période de conflit? Oui, d'abord, il faudra noter que la résolution 1325 n'a pas vraiment donné de détails par rapport aux mesures qui assurent la protection. Et comme je venais de le dire, cette résolution est accompagnée par d'autres lois nationales pour sa mise en œuvre effective. Mais si on peut parler de la protection des femmes pendant les conflits armés, c'est vrai, les femmes pendant les conflits sont victimes de plusieurs violations de leurs droits. Et donc, en parlant de la protection, ça implique la protection juridique, il y a la sécurité sociale et la sécurité économique des femmes. Et la protection juridique garantit donc les droits des femmes, y compris leur droit à la représentation et à leur participation. La protection juridique veut tout simplement dire que les femmes connaissent et jouissent de leurs droits et que les acteurs de justice s'impliquent davantage pour assurer que les auteurs des actes de violation des droits des femmes soient punis conformément à la loi. Et donc, la sécurité sociale des femmes veut à ce que les femmes se sentent en sécurité par rapport à tous ces stéréotypes qu'elles subissent, toutes ces normes qui sont discriminatoires à leur égard. Et la protection veut tout simplement dire que ces stéréotypes ou que ces normes discriminatoires soient bannies pour que la femme se sente vraiment en sécurité dans la communauté. Et la sécurité économique, c'est pour assurer à ce que les femmes soient réintégrées économiquement dans la vie sociale après les conflits. Et cela les permet de relever les défis et faire face aux obstacles liés au conflit. Voilà un peu la manière dont les femmes sont protégées. Donc, il faut que la protection juridique soit garantie, qu'elles connaissent, qu'elles jouissent vraiment de leurs droits et qu'elles soient réintégrées économiquement dans la vie sociale après les conflits et essayer de surmonter les obstacles liés à la guerre. Voilà, merci beaucoup, Maître Rachel. Mais il y a une question se pose spécifiquement maintenant à la femme, surtout du point de vue violence sexiste en temps de conflit. Maintenant, quelles mesures spécifiques
pour la femme. La résolution recommande-t-elle pour prévenir ce genre de violences? Les femmes subissent plusieurs sortes de violations, des violences sexuelles pendant les conflits. C'est ce que nous sommes en train même de vivre ici dans nos camps de déplacés, et où les femmes, pour accéder à un vivre lors des distributions, il faut qu'elles s'adonnent à des actes sexuels avec les chefs des sites, et souvent ça fait mal parce que déjà les femmes se trouvent dans des situations de vulnérabilité. Et en plus, elles sont exposées, elles vivent dans des maisons qui ne sont pas vraiment assurées, il n'y a pas de portes, il n'y a pas... Donc, elles sont exposées à plusieurs sortes de violences sexuelles. Mais malheureusement, ce que nous vivons, la réalité, c'est que ces femmes-là n'obtiennent pas vraiment protection de la part des acteurs de justice. Et donc, la résolution 1325 demande aux États membres d'appliquer avec rigueur et que tous les actes commis pendant les conflits ne restent pas impunis. Ouais. Et c'est pourquoi la résolution 1325 souvent est accompagnée par la résolution 1820 qui veut à ce que tous les crimes commis pendant et après les conflits ne restent pas impunis. Donc nous devons beaucoup interpeller les acteurs de justice. Il y a la police, les magistrats, à s'impliquer et s'imprégner de la situation des femmes pendant les conflits pour arrêter et sanctionner selon la rigueur de la loi tous les auteurs qui commettent ces actes de violence sexuelle à l'égard des femmes. Nous avons même notre loi portant sur les violences sexuelles qui est très rigoureuse en la matière, mais qui souvent, mais aussi parfois c'est par le fait que les femmes elles-mêmes n'osent pas dénoncer les cas d'actes sexuels dont elles sont victimes. Et elles ont pris cette situation comme normale. Donc, si elles ne se donnent pas des actes sexuels, elles risquent de perdre certains avantages. Et là encore, c'est toujours un problème. Lorsque la femme met dans sa tête et trouve que ces actes, elles doivent les supporter pour qu'elles aient accès à des services, c'est déjà un problème et nous devons beaucoup travailler sur ça pour amener les femmes elles-mêmes à dénoncer tous les cas d'actes sexuels et d'autres cas de violation de leurs droits dont elles sont victimes, pour que la loi aussi sache comment s'impliquer. Et parce que lorsque nous menons des plaidoyers auprès des acteurs de justice, elles aussi nous donnent des plaintes à l'égard des femmes en disant qu'est-ce que nous allons faire. Les femmes ne dénoncent pas, nous ne recevons pas de plaintes, qu'est-ce que nous on va faire? Et souvent ça pose problème entre les femmes et les acteurs de justice. Donc nous appelons les femmes à dénoncer tout cas de violation des droits dont elles auront été victimes pendant et après les conflits armés. Merci, Maître Rachel, pour ces éclaircissements par rapport aux quelques mesures spécifiques, par rapport à la résolution 1325 qu'elle recommande en matière de prévention des violences sexistes en temps de conflit. Mais dis donc un peu, est-ce que connaissez-vous par exemple des pays où cette situation, aussi pas même la résolution 1325 a été ou soit mise en œuvre avec succès et protège les femmes? Parlant des pays exemplaires dans la mise en œuvre de la résolution 1325, je ne peux que parler de mon pays, la RDC. Parce que je trouve qu'il y a vraiment des avancées depuis, parce que la résolution 1325 a été adoptée le 31 octobre 2001. Et donc, jour pour jour, aujourd'hui, cela va faire 24 ans depuis son adoption. Et le gouvernement congolais ne cesse de fournir des efforts pour assurer la protection des femmes et amener les femmes à jouir de leur droit à la participation. Et c'est le cas, par exemple, où actuellement, notre gouvernement, au sein de notre gouvernement, nous avons compté la participation des femmes à 30%, et nous avons une femme Premier ministre. Ce sont là des avancées. Plusieurs actions de plaidoyer ont été faites auprès du président de la République pour lui amener à arriver à ces résultats. Et heureusement pour nous, notre président, il a été nommé aussi champion en masculinité positive. Exactement. Nous sommes en train de voir donc les fruits et nous espérons que cette situation, dans 5, 10 ou même 15 ans, nous pouvons
espérait arriver à la participation des femmes à 50% avec les hommes. Et la femme, une fois arrivée à cette participation, la protection de la femme, nous sommes donc convaincus que même les acteurs de justice vont vraiment s'impliquer parce qu'actuellement, les ministres de la justice de la RDC, ensemble avec le Conseil supérieur de la magistrature, sont en train de mettre en garde tout magistrat qui sera donné à la corruption. Et il y a même un numéro que le procureur général près la Cour de cassation a partagé à l'ensemble de la population pour leur permettre de dénoncer et au cas où ils auront à faire face à un magistrat qui leur aura demandé des sommes quelconques pour la libération des auteurs des violences sexuelles et celles basées sur le genre et tout autre cas de violation. Merci beaucoup, Maître Rachel, pour ces explications. D'ailleurs, même j'ai demandé si vous connaissez les différents pays qui ont déjà mis en application cette R1325 avec succès. Mais vous nous parlez en tout cas de la RDC, ça c'est sûr, et c'est là où nous voyons toutes les réalités. Et avec même ce que vous avez dit, la nomination de la première ministre, donc déjà femme, c'est-à-dire que cette résolution est en train d'être mise en fait en effectivité avec le président actuel de la RDC, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Maintenant, par rapport au suivi et évaluation, comment est-ce que la société civile peut-elle contribuer au suivi et évaluation de la mise en œuvre de cette résolution 1325? Comment est-ce que la société civile fait pour mettre en œuvre cela? Dans les différentes structures de mise en œuvre de la résolution 1325 dont je venais de parler, notamment les secrétariats provinciaux et national 1325, il y a aussi des organisations de la société civile qui font partie, qui sont membres de ces structures-là. Et je crois chaque année, nous faisons des réunions d'évaluation des mises en œuvre de la résolution 1325. Et chaque année, il y a des plans qui sont faits, des plans annuels de mise en œuvre de la résolution 1325 au sein de ces structures. Pour parler du Nord Kivu, par exemple, avec le secrétariat provincial 1325, à la fin de chaque année, nous faisons la planification de l'année prochaine. Et dans cette planification, nous essayons de voir qu'est-ce qui a été fait au cours de l'année passée et qu'est-ce qui reste à faire que nous pouvons faire au cours de l'année prochaine. Donc, il y a des séances d'évaluation, des mises en œuvre qui sont faites. Et il y a des fois aussi, nous avons l'appui de ONIFAM et les ministères du genre au niveau national qui viennent ici au Nord Kivu et ensemble, nous essayons de faire une analyse de tout ce qui a été mis en œuvre. Mais il faudra noter que la plupart des actions qui sont faites, elles sont faites par les organisations de la société civile en appui au gouvernement, parce que si vous allez au secrétariat provincial, par exemple, de mise en œuvre de la résolution 1325, ils vous diront qu'ils n'ont aucun budget pour la mise en œuvre de leur plan d'action. Et donc, les plans d'action que nous élaborons ensemble avec le secrétariat national, c'est nous encore, les organisations de la société civile, qui venons en appui et appuyer le secrétariat 1325 pour lui permettre de réaliser aussi ces activités qu'il a planifiées pour l'année. Donc, plusieurs séances de suivi et évaluation sont faites et la plupart des actions d'ailleurs sont menées par les organisations de la société civile. Nous, par exemple, Sauti ya Mama Mkongomani, nous avons un projet intitulé Mwanamke Amani na Usalama, et en français Femmes, Paix et Sécurité. C'est un projet de mise en œuvre de la résolution 1325. Et nous avons différentes actions que nous menons, mais nous avons aussi des activités que nous appuyons au niveau provincial à travers les secrétariats 1325. Voilà un peu la manière dont nous assurons le suivi et l'évaluation du plan d'action national de mise en œuvre de la résolution 1325. Merci beaucoup, Maître Rachel, pour les éclaircissements par rapport à comment est-ce que la société civile aide, aussi vient en appui aussi au gouvernement pour cette mise en œuvre de la résolution de 1325 pour l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. Mais cette question qui va suivre concerne en tout cas votre avis personnel
par rapport à la résolution 1325, quelles sont les actions prioritaires à entreprendre pour améliorer la mise en œuvre de la résolution 1325? J'aurais deux recommandations à adresser au gouvernement de la RDC. La première, c'est de voir comment doter les ministères du genre d'un budget suffisant pour lui permettre de matérialiser la résolution 1325. Parce que si vous allez au ministère du genre, la question qu'ils disent souvent, c'est nous n'avons pas de budget, nous n'avons pas de budget. Au moment où c'est ce ministère qui est chargé de la mise en œuvre de la résolution 1325. La deuxième recommandation, c'est de demander non seulement au président de la République, mais toutes les autres autorités qui ont des compétences pour nommer des femmes, de les nommer à des postes clés qui leur permettent de participer aux questions de sécurité, de paix. Par exemple, au niveau provincial, nommer les femmes à des postes de DGM, au niveau de la police, donner des femmes des postes qui leur permettent de participer, par exemple, dans les réunions de sécurité restreintes, parce que ces réunions concernent souvent la police, les FARDC, les services de l'ANR, les services de DGM, et souvent les femmes n'ont pas les postes dans ces services qui leur permettent de participer dans les réunions de sécurité restreintes. Mais nous félicitons les réunions élargies au cours de laquelle les autorités font appel aussi aux femmes pour donner leur contribution aux questions qui concernent la paix et la sécurité. Merci beaucoup, Maître Rachel, pour ces avis personnels, ces recommandations. Mais la question suivante est celle-ci. Mais comment pensez-vous que les jeunes sont impliqués dans la résolution, soit dans la mise en œuvre de la résolution 1325? Comment les jeunes sont impliqués dans la mise en œuvre de la résolution 1325? C'est une très bonne question, messieurs les journalistes, parce que dans les conflits, il y a aussi les jeunes qui sont affectés d'une manière ou d'une autre. Et souvent, les gouvernements ne tiennent pas compte de la contribution de la jeunesse dans la recherche de la paix. Mais je crois au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, il y a déjà une résolution, la résolution 2250, qui parle des jeunes, paix et sécurité. Donc, pour venir compléter la résolution femmes, paix et sécurité, il y a déjà aussi une résolution jeunes, paix et sécurité. Donc, c'est toujours très important d'impliquer aussi la jeunesse parce que la jeunesse est l'avenir de demain et ils sont affectés aussi et ils ont des contributions à donner pour la construction de la paix. Parce que si nous voyons les manipulations, c'est la jeunesse qui est souvent manipulée. Ils sont recrutés des forces dans l'armée par les rebelles. Il y a autant de choses. Ils vivent des situations compliquées où tu vois ta mère être violée par un homme en armes et ça fait mal. Et il y a toujours des représailles, des vengeances. Mais actuellement, nous avons aussi les phénomènes patriotes ou Wazalendo. Donc, j'invite les gouvernements à prendre en considération cette question-là des Wazalendo et voir comment les encadrer et les intégrer dans l'armée pour éviter les banditismes et des désordres qui peuvent venir de ces soi-disant Wazalendo. Parce que nous sommes en train de voir aussi c'est ce que nous entendons, que certains groupes rebelles ont déjà aussi créé des personnes dites Wazalendo. Alors ça risque de porter à confusion. Et donc c'est pourquoi j'en appelle vraiment le gouvernement à penser à encadrer la jeunesse et à travers cette question-là de Wazalendo. Merci. Merci beaucoup, Maître Rachel, pour ces avis et ces recommandations. Maintenant, une question finale, dernière question de cet entretien, mais quelle est votre vision globale, aussi pas vision ou perspective pour l'agenda femmes, paix et sécurité au Nord Kivu et en RDC en général? Oui, ma vision pour la résolution 1325, c'est de vivre dans un pays où les hommes et les femmes participent de manière égale au poste de prise de décision dans toutes les questions qui concernent la recherche de la paix et la sécurité.
au Nord Kivu en particulier et en RDC en général. Merci beaucoup, Maître Rachel, pour votre intervention si riche durant cette émission. Et nous disons encore une fois merci à toute personne, ou pas à chacun, qui est en train de suivre cette émission. Et nous vous recommandons plutôt de ne pas vous arrêter par là, mais de continuer à suivre nos chaînes, donc sur Facebook, sur YouTube et sur Spotify. Et aussi, ne manquez pas à vous abonner en fait. Et si vous voulez nous contacter ou contacter Maître Rachel, donc vous allez voir le numéro qui va s'afficher sur les bas de l'écran. Et si vous voulez contacter Joybert Podcast, n'hésitez pas aussi à contacter ce numéro qui va s'afficher sur les bas de l'écran. Et notre adresse, notre site internet qui va s'afficher également. Merci en tout cas et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine session qui va se tenir d'ici peu. Merci et portez-vous très bien. À très bientôt.